Ce que vous allez entendre n'a jamais été diffusé à la télévision. Ce n'est pas un épisode de Pawn Stars, ce n'est pas une fiction Netflix. C'est la réalité brutale, crue, dérangeante. Rick Harrison, star adoré des écrans, est mort. Pas d'un accident, pas d'un suicide. Il a été exécuté, en prison, sous surveillance. Et pourtant tout a disparu. Caméras, témoins, preuves. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Qui avait intérêt à le faire taire? Et surtout, qu'est-ce que Rick Harrison s'apprêtait à révéler au monde? Installez-vous, respirez profondément, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien tout changer. Rick Harrison, de star de télé à cadavre silencieux. L'exécution qui fait trembler l'Amérique. Il pensait purger sa peine à vie entre quatre murs. Il pensait vieillir dans l'ombre, oublié de tous. Mais Rick Harrison, l'homme au sourire légendaire de Pawn Stars, a connu une fin bien plus brutale. Retrouvé sans vie sur le sol glacé de sa cellule, le crâne ouvert, les membres tordus, l'ex-star des enchères a quitté ce monde dans un silence terrifiant et sous une odeur de complot. Ce n'est pas un meurtre ordinaire. Ce n'est pas une bagarre de prison qui a mal tourné. C'est un message sanglant, précis, exécuté avec une froideur digne des meilleurs thrillers politiques. Tout commence par une nuit étrange, une de celles où le silence pèse comme une chape de plomb. Pas un cri, pas un cliquetis de chaîne, pas même les raclements de bottes des gardiens. Rien, comme si la prison elle-même retenait son souffle. Puis soudain, un bruit sec. De la chair contre du béton, un râle étouffé, et enfin un nom hurlé dans le vide. Rick. Les gardiens accourent. Trop tard. La caméra du couloir? Hors service depuis 15 minutes, dit-on. La serrure de la cellule? Ouverte automatiquement. Les détenus voisins? Endormis comme des bébés? Trop de coïncidences. Pas assez d'explications. Et le corps, lui, parle. Il crie la vérité que d'autres veulent cacher. Fractures multiples, ecchymoses symétriques, coups organisés. Ce n'est pas une altercation, c'est une exécution chorégraphiée. Rick Harrison n'a pas été tué, il a été réduit au silence. Mais pourquoi vouloir faire taire cet homme? Pourquoi ce père de famille, devenu figure emblématique du business de l'occasion à Las Vegas, méritait-il une fin digne des cartels les plus redoutés? La réponse ne se trouve ni dans ces vieux objets vendus à la télévision, ni dans ses blagues sur les sabres de samouraï. Elle se cache dans sa double vie, celle qu'il a su garder secrète jusqu'à sa condamnation. Rick ne vendait pas seulement des souvenirs militaires, il blanchissait de l'argent. Il gérait un trafic d'êtres humains à l'international, un réseau complexe dont les ramifications atteignaient des sphères insoupçonnées du Nevada jusqu'au Salon doré de Washington. Et quand la vérité a éclaté au grand jour, ce n'est pas seulement un homme que la justice a jugé, c'est un système, un réseau, un fil que personne n'ose vraiment tirer. Car derrière Rick, il y avait d'autres visages, des noms, des clients, des puissants. Les autorités? Évasives? La prison? Muette? Les enregistrements? Introuvables. Les preuves? Disparues comme par magie. Tout cela sent le nettoyage à sec, version CIA. Mais ce que personne ne dit, c'est ce que Rick savait, et ce qu'il allait dire. Car avant sa mort, il avait lancé une demande pressante à ses avocats. Un témoignage sous serment. Il voulait parler. Il voulait tout révéler. Et il n'en a pas eu le temps. Quelqu'un s'est assuré qu'il ne dirait rien. Jamais. Aujourd'hui, sa famille est sous protection. Les anciens membres de son équipe sont injoignables. Le plateau de Pawn Stars est fermé. Et l'Amérique, elle, retient son souffle. Parce que ce crime n'est pas un simple fait divers. C'est une déclaration de guerre. Et la question qui obsède les foules, bien au-delà des fans de l'émission, qui voulait voir Rick Harrison mort? Et surtout, qu'est-ce qu'il savait? Avant la prison, avant le scandale, avant le procès qui a fait exploser les plateaux de télévision, Rick Harrison était un homme comme les Américains les aiment. Travailleur, drôle, rusé. Un bon père, un bon vendeur, un bon menteur. L'avenir allait répondre à cette dernière question.
Il arpentait les allées de son célèbre magasin Gold and Silver Pawn Shop avec un sourire en coin, lançant des blagues sur l'histoire tout en négociant une médaille de guerre ou une vieille guitare. Il faisait partie du paysage télévisuel comme un cow-boy moderne, le marchand du rêve vintage made in Vegas. Mais derrière les projecteurs, sous les néons clignotants et la fausse chaleur humaine des plateaux, Rick Harrison bâtissait un empire bien plus inquiétant que ce que la télévision nous laissait entrevoir. Au fil du temps, des ombres ont commencé à apparaître dans son sillage. Des employés qui démissionnaient sans préavis, des rumeurs de transactions parallèles, des jeunes femmes qui entrèrent par la porte arrière et n'étaient plus revues. Une atmosphère de malaise, trop subtile pour être prouvée, mais trop épaisse pour être ignorée. Et puis, comme dans tout bon thriller, un détail, un dossier. Oublié. Enterré sous une montagne de rapports classés sans suite dans un bureau poussiéreux du FBI à Las Vegas. C'est un jeune agent, à peine sorti de l'école fédérale, qui l'a retrouvé. Il ne le savait pas encore, mais il venait de déterrer une bombe. Ce qu'il contenait ? Des transferts bancaires vers les îles Caïmans. Des comptes offshore reliés à des entreprises fictives. Des témoins disparus. Et ce nom qui revenait, encore et encore, Rick Harrison. L'enquête fut relancée. Discrètement d'abord, puis avec fracas. Le FBI découvrit un réseau tentaculaire mêlant trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, et même, selon certains témoignages, des liens indirects avec des cartels mexicains. La boutique, jadis symbole de la débrouillardise américaine, s'était transformée en plaque tournante du crime organisé. Mais Rick, lui, restait calme. Trop calme. Il pensait naïvement qu'avec ses contacts, ses avocats et sa notoriété, il pouvait tout acheter. Le silence, l'oubli, la justice. Il avait tort. Son arrestation fit l'effet d'un séisme. Les caméras accoururent, les fans hurlèrent, les journalistes flairèrent le scandale du siècle. Eric, il souriait encore, mais ce sourire s'est vite effacé quand le juge a prononcé la sentence. Réclusion à perpétuité, et pas dans une prison de luxe. Non, dans une prison fédérale de haute sécurité, là où même les criminels les plus endurcis évitent certains détenus. Rick Harrison était désormais l'un d'eux, mais dans l'univers carcéral, il y a des règles non écrites. Et certains crimes, aussi invisibles soient-ils dans les tribunaux, sont passibles de la peine capitale par les détenus eux-mêmes. 3 semaines après son arrivée, Rick fut retrouvé dans sa cellule, le crâne fracassé contre le lavabo. Pas de témoin, pas de caméra, pas de réponse. Officiellement, une bousculade entre codétenus. Officieusement, une exécution programmée. Froidement, silencieusement. Mais la véritable question demeure. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Qui le protégeait? Et surtout, pourquoi le faire taire à tout prix? Était-il sur le point de révéler des noms? De balancer des complices? D'impliquer des figures haut placées? Car oui, ce que l'enquête a révélé après sa mort est encore plus troublant. Des emails cryptés envoyés à un sénateur, des enregistrements audio cachés dans une montre de luxe. Une liste de clients VIP ayant fréquenté Gold and Silver Pawn Shop pour bien autre chose que des cartes Pokémon ou des pièces de monnaie. Tout cela commence à ressembler moins à une histoire de télé-réalité et plus à une affaire d'État. Et dans cette histoire, Rick Harrison n'est peut-être pas le seul monstre, mais il était sans doute celui qui en savait trop. Alors non, ce récit ne commence pas dans une cellule froide de prison, ni dans une salle d'audience bondée de journalistes. Il commence bien avant, avec un homme trop sûr de lui, trop sûr de son empire, trop sûr de son impunité. Un homme qui pensait pouvoir jouer avec le feu, tout en gardant ses mains propres. Mais à Las Vegas, même les dés pipés finissent mal par retomber. Et cette fois, ils sont tombés du mauvais côté. Le roi des enchères déchu. Rick Harrison, l'icône de la télé-réalité qui blanchissait bien plus que des bijoux. Las Vegas à l'aube. Le soleil ne s'est pas encore levé sur le désert que déjà, les murs dorés de la somptueuse villa de Rick Harrison frémissent au rythme de coups discrets. Pas de sirènes hurlantes, pas de caméras de télévision.
Juste des agents fédéraux et un mandat d'arrêt. Rick ouvre la porte à moitié habillé, les yeux encore embués de sommeil, et c'est la fin d'une époque. Mais reprenons depuis le début, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme. C'est le récit d'une imposture colossale, d'un empire bâti sur le mensonge, le cash, et quelque chose d'encore plus sale que l'or de ses vitrines. Rick Harrison, le héros américain du petit écran, l'homme au sourire large et aux blagues faciles, celui qui marchandait des sabres japonais et des bagues de fiançailles, comme s'il négociait la paix au Moyen-Orient. Eh bien, ce même Rick vivait une double vie qui ferait rougir même les scénaristes de Netflix. Pendant que les fans faisaient la queue devant la célèbre boutique Gold and Silver Pawn Shop pour un selfie ou un autographe, Rick, lui, faisait bien plus que vendre des objets anciens. Derrière les caméras et les vitrines, il blanchissait. Mais pas ses dents. De l'argent. Des montagnes de billets liés à des activités qu'on n'ose même pas murmurer dans les couloirs de la justice. Selon les documents fédéraux, Harrison aurait utilisé son magasin comme une machine à laver de luxe. Bijoux, montres vintage, liasses de cash, tout y passait. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas l'ampleur financière de la fraude. Non, ce sont les connexions. Des réseaux de traite d'êtres humains. Des femmes, des mineurs, souvent sans papier, souvent sans retour. Recrutés dans des coins oubliés du sud-ouest des États-Unis. Rick, le père de famille modèle, était décrit par les enquêteurs comme un prédateur méticuleux, assez malin pour que tout semble réglo, mais suffisamment audacieux pour se croire intouchable. Et comme toute star de télé-réalité, il savait jouer de son image. Plaisanterie sur une future candidature à la Maison-Blanche. Photos avec des sénateurs, poignées de main avec des célébrités. Personne ne posait de questions. Ou alors ceux qui savaient préféraient regarder ailleurs. Après tout, qui veut embêter la poule aux œufs d'or de la chaîne History? Mais les œufs ont pourri. Et un jeune agent du FBI a fini par mettre le nez dans un vieux dossier, oublié dans les tréfonds d'un classeur métallique. Ce fut l'étincelle. Ce qui suivit? Une avalanche. Les témoignages d'anciennes victimes, des preuves accablantes, des comptes offshore liés à des sociétés écrans, le tout monté comme un château de cartes qui, une fois touché, s'est effondré bruyamment. Le plus ironique, son arrestation s'est faite sans grande pompe. Pas de flash, pas de drama. Juste un homme torse nu, perdu sur le pas de sa porte. Et pendant que Rick se faisait menotter, ses proches commençaient déjà à fuir. Ses enfants? Silence radio. Chumlee, son acolyte à la télé? Volatilisé. La chaîne History? Un communiqué aussi flou qu'un épisode de X-Files, suivi du retrait immédiat des rediffusions de Pawn Stars. Eric, en prison? Impassible, presque vide. Comme si l'homme qui animait des millions de foyers s'était évaporé pour laisser place à une statue. Lors du procès, son avocat a tenté le tout pour le tout. Manipulation, complot, bouc émissaire. Mais le jury, lui, n'était pas dupe. Culpable. Tous les chefs d'accusation. Condamnés à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et là, mesdames et messieurs, tout a basculé. Le roi des enchères, l'homme qui achetait vos histoires pour quelques dollars et les revendait à prix d'or, est devenu le centre d'un cauchemar judiciaire. Une spirale de corruption, de souffrances humaines et de trahison. Et le plus tragique? Certains des témoins ont affirmé que Rick n'était que la face visible d'un iceberg bien plus profond. Des noms circulent. Des politiciens, des financiers, des stars. Et si le procès de Rick n'était que le début d'un scandale aux ramifications tentaculaires? Aujourd'hui, derrière les barreaux, Rick Harrison n'a plus ni sourire ni caméra. Mais il garde ses secrets. Enfin, pour l'instant. Car dans ce genre d'histoire, les murs ont des oreilles. Et les alliés d'hier peuvent très vite devenir les témoins de demain. Et vous, croyez-vous encore à la version officielle de Pawn Stars? Ou venez-vous, comme moi, de comprendre que derrière chaque bonne affaire, il y a peut-être un pacte avec le diable? Si vous pensiez que l'histoire de Rick Harrison s'arrêtait derrière les barreaux, détrompez-vous. Ce que les tabloïds n'ont pas osé montrer, nous allons vous le raconter. Car derrière les murs de béton froid de la prison de haute sécurité où il était enfermé, Rick n'a pas trouvé la rédemption, mais bien une vengeance brutale. Et dans cet univers sans pitié,
Même la gloire télévisuelle ne protège plus personne. Dès son arrivée en détention, les regards se sont tournés vers lui. Pas par admiration, par haine. Un homme accusé d'avoir profité des plus vulnérables femmes en détresse, enfant sans papier, n'est pas exactement le bienvenu parmi des détenus qui ont encore leur propre code d'honneur. Tordu, certes, mais impitoyable. Rick, lui, avait déjà été jugé dehors. À l'intérieur, il allait être exécuté sans appel. Les autorités ont bien tenté de le sauver du pire. Transfert fréquent, isolement, surveillance accrue. Mais la prison est un monstre avec des failles et des silences très opportuns. La nuit du drame, les caméras ont mystérieusement cessé de fonctionner. Les rondes ont ralenti et les cris, s'il y en a eu, ne sont jamais arrivés jusqu'au gardien. Au petit matin, Rick Harrison gisait dans sa cellule, baignant dans une mare de sang méconnaissable. Était-ce un meurtre ou un règlement de compte maquillé? Une justice sauvage ou un complot bien huilé pour faire taire un homme devenu trop gênant? Les avis divergent, mais une chose est sûre. Le roi des objets de seconde main avait trouvé une fin aussi sale que certains des billets qu'il blanchissait. Certains, dans la presse, ont crié à la justice divine. Ce qu'il a fait, il l'a payé. D'autres, plus sceptiques, ont vu dans cette mort une manière élégante de protéger ce politicien, investisseur, célébrité qui aurait pu tomber avec lui. Car Rick, ce n'était pas juste un escroc avec une boutique à Las Vegas. C'était une clé, une porte ouverte sur un réseau tentaculaire d'horreur, d'argent sale, de deals secrets. Et ce n'est que le début. Car dans cette série exclusive, nous allons décortiquer, épisode après épisode, le procès retentissant, les pièces à conviction hallucinantes, les témoignages déchirants des victimes, et bien sûr le plus grand mystère. Qui a réellement orchestré la chute et la mort de Rick Harrison? Retour en arrière. Le tribunal où s'est tenu le procès n'avait jamais vu autant de journalistes, de policiers et de familles bouleversées. L'ambiance ce matin-là était électrique, presque irréelle. Des visages graves, des mouchoirs froissés, des murmures étouffés. La salle d'audience, d'habitude dédiée à de simples délits, s'était transformée en théâtre judiciaire à grand spectacle. Eric oubliait l'homme charismatique de Pawn Stars, celui qui blaguait sur son avenir politique. Ce jour-là, il est entré menotté, vêtu d'une combinaison orange qui lui allait comme un cercueil sur mesure. Le regard fuyant, amaigri, presque réduit à l'ombre de lui-même. Certains diront qu'il avait l'air vieux. Moi, je dirais qu'il avait enfin le visage d'un homme rattrapé par ses propres mensonges. À la barre, la juge Lilia Mendez, célèbre pour ses jugements sans concession, s'est levée lentement. L'ambiance dans la salle était à couper au couteau. Même les crayons des dessinateurs judiciaires semblaient trembler sur leur carnet. Puis elle a prononcé, d'une voix tranchante comme un scalpel, « Monsieur Harrison, vous avez été reconnu coupable de blanchiment massif d'argent, de trafic d'êtres humains, et d'avoir facilité l'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants dans plusieurs États. » Un silence glacial a suivi. La peine est tombée comme une hache. Perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La défense a bien tenté un dernier tour de magie. Rick a été manipulé. Il n'était qu'un pion. Les vrais coupables sont ailleurs. Mais les jurés n'ont pas mordu à l'hameçon. Cette fois, personne n'était dupe. Le héros des enchères était devenu le monstre du box des accusés. Le lendemain, History Channel effaçait discrètement toutes les rediffusions de Pawn Stars. Chumlee supprimait ses comptes sur les réseaux sociaux. Et les enfants de Rick? Silence radio. Plus une déclaration, plus une apparition, comme si leur nom, désormais, brûlait les lèvres. Alors, Rick Harrison a-t-il été puni pour ses crimes? Ou a-t-il emporté dans la tombe des secrets qui, s'ils étaient révélés, auraient non fait tomber bien plus gros que lui? La vérité est peut-être entre les deux. Une vérité trouble, inquiétante, et encore cachée sous des couches de mensonges et d'intérêts. Une chose est certaine, après cette histoire, vous ne regarderez plus jamais une boutique de prêt sur gage de la même façon. Le verdict est tombé. Et cette fois, ce n'était pas une enchère de pacotille. Ce matin-là, dans une salle d'audience saturée de tension et de flash, le monde venait assister à l'effondrement d'un empire bâti sur le mensonge et le vernis télévisé.
Rick Harrison, autrefois roi incontesté des objets poussiéreux et des punchlines bien placées dans Pawn Stars, se tenait droit, figé, presque statufié. Mais derrière ce masque de calme glacial, c'est tout un monde qui venait de s'écrouler. La juge, implacable et droite comme la justice qu'elle incarnait, prit la parole avec un ton qui ne laissait place à aucun doute. Le jury s'est exprimé. Les preuves sont accablantes. Vos actions ont causé un tort irréversible à des individus vulnérables, dont plusieurs sont encore portés disparus. La phrase claque comme un coup de tonnerre. Dans la salle, une respiration coupée, un gémissement discret et des yeux embués. Rick, lui, fixe un point imaginaire au fond de la salle. Ni battement de cils, ni haussement d'épaules. Pas une once de regret visible. Mais ceux qui connaissent le langage corporel savent. Ses épaules se sont affaissées d'1 millimètre, et ses lèvres, sèches, se sont entr'ouvertes sans qu'aucun mot n'en sorte. La suite apprend que c'est une gifle magistrale. Vous aviez une tribune, vous aviez du pouvoir, et vous avez choisi de les utiliser comme paravent pour dissimuler des crimes odieux. Blanchiment d'argent, exploitation humaine, trafic de mineurs. Tout cela sous les projecteurs. Chaque mot de la juge résonne comme un clou enfoncé dans le cercueil médiatique de Rick Harrison. Puis la sentence tombe. Lourde. Définitive. Prison à perpétuité. Sans possibilité de libération conditionnelle. Une bombe dans une salle déjà prête à exploser. Une femme éclate en sanglots. Un homme se prend la tête entre les mains, tandis qu'au fond, un murmure parcourt la galerie. Un mélange d'horreur, de soulagement et d'un sentiment étrange de justice enfin servie. Eric, toujours impassible. Ou presque. Lorsqu'on l'emmène hors de la salle menotté, encadré par 2 agents, il ne résiste pas. Mais on sent, on voit, on devine. Il vient de réaliser. C'est fini. Le pionnier de la négociation est désormais un simple numéro dans le système carcéral. Pas de remise, pas d'appel d'offres. Une peine sans rabais. Dehors, c'est l'émeute. Les médias, transformés en meutes affamées, encerclent les marches du tribunal. Les caméras s'entrechoquent, les micros se tendent comme des lames. Une cacophonie de questions. Avait-il des complices? Où est passé l'argent? Que savait sa famille? Des manifestants agitent des pancartes tremblantes. Justice pour les invisibles. Pas de pitié pour les prédateurs en costard. D'autres brandissent des photos. Visages de jeunes femmes, d'enfants disparus, de familles à briser. Le drame n'a plus de filtre. Il est brut, cruel et surtout réel. Et pourtant, parmi cette marée humaine, aucune trace de Chun-Li, l'ex-compagne silencieuse depuis les premières révélations. Corey Harrison, le fils prodigue devenu ombre, a été aperçu brièvement sortant par une porte latérale, lunettes noires vissées sur le nez, entouré de 2 silhouettes inconnues. Aucun mot, aucune larme. Le silence des coupables? Ou celui des survivants? L'histoire jugera. Mais une chose est sûre, la chute de Rick Harrison restera dans les annales. Plus qu'une star déchue, il est devenu le symbole de ce que la célébrité peut dissimuler un empire de deals, de secrets inavouables et de victimes oubliées. Et ce n'est que le début. Car derrière ce verdict fracassant se cache un réseau tentaculaire, une machinerie bien huilée où l'argent sale et les visages publics dansaient la même valse toxique. Dans les prochains épisodes, nous déplierons chaque couche de cette toile. Des noms inattendus, des complicités haut placées, des transactions codées et peut-être l'identité de ceux qui, dans l'ombre, ont tout orchestré. Restez avec nous. Car une fois que vous saurez toute la vérité, vous ne regarderez plus jamais un magasin de prêt sur gage de la même manière. Rick Harrison, de star à monstre. Les aveux d'une Amérique choquée. Dans l'air épais d'un après-midi déjà chargé en drame judiciaire, un silence plus glaçant que 1000 verdicts planait dans la salle d'audience. Mais ce n'était pas un silence vide. Non, c'était un silence qui hurlait. Celui d'un homme dont le regard fuyant avait déjà tout avoué.
Rick Harrison, l'icône de la télé-réalité, le roi des objets oubliés, venait d'entrer dans une légende bien plus sombre que celle vendue en prime time. Alors que les caméras se bousculaient à l'extérieur comme des guêpes autour d'un cadavre encore tiède, à l'intérieur, c'était le calme avant le choc. La procureure Angela Clenny, femme d'acier au tailleur impeccable et au regard de marbre, s'est avancée vers les micros comme un général sur le champ de bataille. Elle n'a pas mâché ses mots. La justice a parlé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan sordide. Boum. La première déflagration venait de tomber. Rick, derrière ses lunettes opaques et sa posture figée, n'a pas bronché. Mais dans la salle, une onde de malaise s'est répandue comme une marée noire. Glenn a poursuivi, implacable. Plus de 24 millions de dollars avaient transité par ses comptes, sans justification. Des sommes à donner le vertige. Mais l'argent n'était que la partie émergée de cet iceberg infernal. Les vraies horreurs étaient ailleurs. Des caméras de sécurité, dans les recoins sombres de son fameux magasin de Las Vegas, avaient capturé l'impensable. Des femmes entrant par une porte dissimulée, puis plus rien. Des heures, parfois des jours sans réapparaître. Des couloirs sans retour. Des témoignages étouffés. Et puis il y a eu Maria non d'emprunt, bien sûr, mais douleur bien réelle. Elle avait 17 ans. Elle croyait venir pour un entretien. Ce fut un piège. 3 jours enfermée dans une pièce sans fenêtre. 3 jours à entendre Rick lui murmurer « Personne ne te croira. Je suis aimé. Je suis célèbre. » Dans la salle, certains ont baissé les yeux. D'autres ont serré les poings. Mais Rick, lui, est resté de marbre. Comme s'il avait déjà quitté ce monde-là. Les témoins se sont succédés, certains en chair et en os, d'autres protégés par écran et voix modifiées. Des récits si semblables qu'on aurait cru entendre un disque rayé de l'horreur. Fausses promesses, pièges, menaces, exploitation. Une symphonie de cauchemars orchestrée par celui que l'Amérique croyait inoffensif, presque comique. Mais l'ironie la plus mordante, c'est que tout cela se passait sous les projecteurs. L'émission, les rires en boîte, les blagues complices servaient de camouflage parfait. Pendant que l'Amérique vendait ses vieux souvenirs, Rick, lui, effaçait les leurs. Lorsque le moment de la sentence a sonné, les visages familiers de son entourage avaient disparu comme par magie. Les agences de relations publiques, en cavale, les amis de toujours, devenus muets. L'un d'eux a même publié un message lunaire sur X, anciennement Twitter. Je ne le connaissais pas si bien, en fait. Un classique. Et puis, comme une cloche brisée dans une cathédrale en ruine, la condamnation est tombée. Prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle, un gémissement s'est échappé d'une rangée du fond. Pas un cri, pas un hurlement. Juste ce son étrange, fragile, humain. Rick, lui, est resté stoïque. Enfin, presque. Un œil aguerri aurait remarqué une chose. Ses épaules se sont affaissées. Juste un peu. Comme si, enfin, le poids de ses actes, ou celui de l'éternité en cellule, venait de s'abattre sur lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a toujours une dernière scène qu'on ne montre pas à la télé. Dans un coin de la salle, loin des caméras, un agent de sécurité, un vétéran, apparemment blasé, a murmuré à son collègue. « T'en penses quoi ?» L'autre a haussé les épaules. « J'aimais bien l'émission. Mais bon, les monstres, ça sourit aussi. » À l'extérieur, les manifestants levèrent des pancartes avec des visages absents. Enfants disparus, femmes oubliées, familles brisées. Les journalistes, eux, n'en pouvaient plus de se battre pour les meilleurs angles. C'était la ruée vers l'or version scandale. Pas de trace de Chun-Li, l'ex-compagne silencieuse. Quant à Corey Harrison, le fils jadis inséparable, il a fui la scène par une sortie latérale, lunettes noires vissées sur le visage, escorté comme un président déchu. Pas un mot. Rien. Le rideau était tombé. Et pourtant, une question planait encore dans l'air.
Comment a-t-on pu fermer les yeux si longtemps? Peut-être parce que Rick était drôle. Peut-être parce qu'il souriait. Peut-être parce qu'on préfère croire aux héros qu'affronter les démons. Mais cette fois, plus de faux semblants. Rick Harrison, le visage de l'Amérique vintage, est devenu le symbole d'une époque qui confondait célébrité et impunité. Et pendant que le pays digérait l'affaire comme on avale un comprimé trop gros, une chose était sûre. Plus rien ne serait jamais comme avant. Alors que Rick Harrison entamait sa première nuit derrière les barreaux, quelque part entre quatre murs sans caméra, un autre tribunal s'embrasait, celui d'Internet. Mais au-delà de cette orgie numérique de mèmes et de moqueries, il y avait des voix, frêles, tremblantes, mais réelles, et elles refusaient désormais de se taire. Maria, la jeune fille de 17 ans qui avait ému le tribunal, a décidé de parler cette fois à visage découvert. Une décision lourde, dangereuse mais symbolique. Dans une vidéo sobre, sans filtre ni montage, « Je ne veux plus avoir honte. Ce n'est pas moi la coupable. Ce n'est pas nous. » Son témoignage a été vu 18 millions de fois en 48 heures. Les commentaires pleuvaient. Certains l'appuyaient, d'autres plus sombres osèrent la remettre en question. Parce que oui, dans ce monde numérique sans pitié, même les victimes doivent prouver leur souffrance. D'autres femmes ont suivi, une par une, lentement. Une ancienne recrue de l'équipe de tournage, une ex-employée du magasin, une jeune femme originaire du Honduras, attirée par une promesse d'emploi dans la ville des Lumières. Elle parlait avec la même fracture dans la voix, le même regard fuyant. Et toujours ce refrain. Il savait. Il contrôlait. Il souriait. La plateforme YouTube, quant à elle, a vu naître une marée de documentaires faits à maison. Pound Stars, l'envers du décor, l'empire toxique de Rick Harrison, Silence complice, que savait la prod? Des millions de vues. Des créateurs se battant pour être les premiers à tout révéler. Ironique, non? La souffrance devient rentable, à son tour. Mais un moment a cristallisé cette tension collective. La diffusion, par une source anonyme, d'un enregistrement audio jamais présenté au procès. On y entend une voix, celle de Rick, familière, décontractée. Il ritardo. Il parle de actrices, de services spéciaux, offerts à certains clients fortunés. La voix féminine répond, mal à l'aise, « Mais c'est illégal ». Et Rick, glacé, répond, « Tout a un prix, même le silence ». Cette phrase a déclenché un raz-de-marée. Même ses plus fervents défenseurs se sont tus. L'ancien avocat de Rick, pourtant habitué aux incendies médiatiques, a simplement déclaré « Aucun commentaire ». Mon client a fait ses choix, il assumera les conséquences. Mais les vraies conséquences, ce sont les victimes qui les portent. Certaines tentent au moins de reconstruire. D'autres sombrent dans l'oubli numérique. Car l'attention médiatique est une maîtresse cruelle. Elle adore les drames, mais se lasse vite. Une survivante a écrit sur Instagram « On m'a écouté 3 jours. Depuis, plus rien. Comme si j'étais un épisode de trop. » Et pendant ce temps, dans les forums sombres du web, certains continuent à défendre Rick. Théorie du complot. Dossier secret. Accusations contre les juges, les victimes, les médias. La machine à désinformer tourne à plein régime. La célébrité est morte. Vive la paranoïa. Mais tout cela cache une réalité glaçante. Nous avons tous regardé Rick pendant des années, ri à ses blagues, commenté ses négociations. Et pendant ce temps, derrière les murs de son échoppe kitsch, des vies étaient brisées, réduites au silence, vendues comme des antiquités sans valeur. Et aujourd'hui, ce sont ces voix-là qu'il faut écouter, même quand c'est inconfortable, même quand ce n'est plus divertissant. Dans les jours qui ont suivi le verdict, la famille Harrison a disparu, littéralement. Rideaux tirés, téléphones éteints, compte Instagram du fils suspendu, boutique fermée pour rénovation. Mais ce silence-là en disait long. C'est finalement Corey, le fils que Rick avait si souvent humilié à l'écran, qui a rompu le mutisme. Pas dans un grand média, pas en conférence de presse,
Mais dans une vidéo filmée à l'arrière d'une voiture, les yeux cernés, la voix rauque, « J'ai grandi dans ce magasin, j'ai cru en lui. Et maintenant je dois vivre avec ce nom? Ce qu'il a fait n'a rien à voir avec moi. Mais tout le monde pense qu'on savait. » Il regarde la caméra. Il ne pleure pas. Mais quelque chose en lui est brisé. La vidéo fait le tour du web en quelques heures. Certains compatissent, d'autres ricanent. Dans le monde du scandale, personne n'est épargné, surtout pas les enfants de monstres. Chumlee, le complice comique de l'émission, ancien meilleur ami de Rick, s'est contenté d'un tweet lapidaire. « J'ai défendu l'indéfendable trop longtemps. Je me tais à jamais. » Et la mère de Rick, une femme âgée que les fans de l'émission avaient moi toujours vue comme une figure en retrait, est apparue brièvement devant les caméras en robe de deuil. Elle a prononcé une seule phrase avant de s'engouffrer dans une voiture noire. « Mon fils est mort pour moi. Le vrai Rick est mort bien avant cette affaire. » Le choc, froid, tranchant, sans appel. Les avocats de la famille ont ensuite publié un communiqué officiel, tentant de désolidariser les proches de Rick des actes commis. La famille Harrison tient à exprimer son soutien aux victimes. Elle n'était ni au courant ni impliquée de quelque manière que ce soit. Mais le public n'achète plus les communiqués. Il veut des excuses, il veut du sang, et surtout, il veut tourner la page.